Très bien. Alors, bonjour, Majed Némé. Merci d'avoir accepté donc cette invitation pour la chaîne YouTube du média Le Grand Soir, qui, comme vous le Bonsoir. savez, bon, est un média qui se veut anti-impérialiste et tourné vers le sud. Du coup, on était très très intéressé par votre point de vue sur la situation en Syrie. Donc rapidement, je vous présente. Vous corrigez-moi si je me trompe dans les informations que j'ai. Donc, Oui. Majed Némé, vous êtes né vous-même en Syrie. Vous avez étudié au Liban et en France. Et vous avez été longtemps donc directeur de la rédaction du magazine Africasie, pardon. Afrique Asie, oui. Et donc vous êtes un observateur attentif des événements en Syrie. Donc avant de parler de ce qui s'est passé donc là récemment avec la fuite de Bachar al-Assad, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les origines du conflit, donc qui en général est marqué à partir de 2011. Et bien sûr, il y a différentes visions, et celle qui prédomine, c'est que c'est une révolution populaire qui aurait été réprimée. Néanmoins, il semblerait que ça soit plus complexe que ça. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le début de ces événements? Écoutez, le début des événements, c'était en 2011, dans la foulée de ce qu'on avait appelé le printemps arabe. Donc, ce sont des révolutions de couleurs. Maintenant, on comprend un peu plus la réalité de ces mouvements qui sont financés en grande partie par des puissances étrangères, surtout les Américains, Soros et le, maintenant, Trump vient de suspendre le financement de cette organisation, le USAID, qui finançait justement ces mouvements. Ça a commencé dans les pays de l'Est, en Russie, en Géorgie, en Kyrgyzstan, en Ukraine. Le mouvement Midan, ça a été en partie organisé par ça. La Syrie n'a pas échappé à ce mouvement. Maintenant, il y a beaucoup de livres qui détaillent le, l'arrière-fond de ce financement. La plupart des mouvements étaient financés par Soros et par les Américains et même par la France et les pays occidentaux parce qu'ils travaillent de concert entre eux. Parce que à l'époque, si vous voulez, la Syrie n'était pas ne se portait pas si mal. C'était un pays autonome en matière d'agriculture, en matière de documents, de médicaments, santé. C'est un pays qui n'avait pas de dette. Euh, donc la raison n'était pas seulement économique ou sociale. Vous voyez? Et la preuve, c'est que vous avez, quand on parle de mouvement populaire, ça me fait sourire. Qu'est-ce que viennent faire les Ouïghours en Syrie? Quel lien ont-ils avec ce pays qu'ils ne connaissaient pas? Donc il y avait Al-Qaïda, il y avait toutes sortes de mouvements qui n'ont rien de syrien. Ça, Donc c'était, dès le début des manifestations? pardon? Dès le début des révoltes et des manifestations en 2011? Non, c'est-à-dire vous aviez des manifestations populaires, comme ça se produit dans tous les pays du monde, mais qui n'étaient pas armées, qui n'étaient pas confessionnelles, mais ça n'a duré que quelques jours. Tout de suite, les groupes armés sont intervenus, ils ont pris la direction de ce mouvement, ils sont militarisés et confessionnalisés, c'est-à-dire c'est contre les minorités, contre même la démocratie, parce que c'était pas leur objectif, la démocratie, mais c'était l'instauration d'un État islamique euh, régi par la charia. D'ailleurs, même celui qui est actuellement au pouvoir à Damas, euh, Al-Joulani, qui s'appelle désormais Ahmad Shara, c'était quelqu'un qui a travaillé avec l'État islamique en Irak contre les Américains. Il a fait de la prison 6 ans. Il a rejoint Al-Qaïda et puis il a changé plusieurs euh, euh,
plusieurs organisations, et la dernière, c'était l'Organisation de libération du Levant. Levant, ça veut dire, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le Levant, c'est-à-dire son combat ne se limite pas à la seule Syrie actuelle, c'est-à-dire c'est la grande Syrie, Cham, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Et puis quand il dit nous on veut plus s'occuper des autres pays, ça fait sourire. La première chose à faire, c'était de changer de nom, d'appellation. Donc il a tout un programme hors des frontières. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a amené à s'incorporer dans l'État islamique en Irak pour combattre les Américains? Vous voyez, c'est donc voilà. Et puis avant, il s'est séparé de l'Al-Qaïda. Il a créé sa propre entreprise, Al-Nusra, qui avait une coloration clairement islamiste. Et vous vous rappelez sa fameuse phrase attribuée à Laurent Fabius, quand les Américains avaient imposé des sanctions contre Al-Nusra en la qualifiant de mouvement terroriste. Et Laurent Fabius, à l'époque, il dit, mais quand même, ils font du bon boulot en Syrie. Et le bon boulot, on l'a vu en France, en 2015, avec les attentats meurtriers qui ont fauché des vies innocentes, une centaine. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'est un mouvement terroriste. Et d'ailleurs, sa tête était mise à prix, 10 millions de dollars par les États-Unis. Mais maintenant, tout le monde court, il dit, non, il a changé, il est devenu du jour au lendemain démocrate, il va, voilà, c'est, si vous voulez, une idée globale de Alors, avant qu'on revienne plus en détail sur la nature du nouveau gouvernement là-bas en Syrie, j'aimerais toujours revenir sur donc le début, lorsque la guerre commence en 2011. Quelle est la réaction du gouvernement de Bachar al-Assad face au début des manifestations et des révoltes? Écoutez, au départ, il y a eu comme je vous dis, des manifestations pacifiques pour la plupart, vite devenues violentes. Donc, la fonction de tout État face à des débordements violents, c'est-à-dire on utilise les armes, on s'attaque à l'armée, on détruit les infrastructures de l'armée, c'est-à-dire le système de défense aérien qui n'a rien à voir avec la répression des manifestants. Et puis tout de suite, je vous ai dit, ça s'est confessionnalisé. Ça a été orienté contre les chrétiens, les alaouites, les druzes, et même surtout contre les musulmans sunnites, un peu libéraux, qui ne veulent pas d'un État islamique. Parce que la majorité des sunnites en Syrie ne sont pas extrémistes. C'est un islam sunnite soufi, c'est-à-dire modéré, c'est le juste milieu. Donc même ces gens-là ont été la cible de ces mouvements. D'ailleurs, il suffit de voir combien d'hommes religieux sunnites ont été liquidés. Le plus célèbre, c'est Al-Bouti qui a été assassiné dans sa mosquée au début des événements. Donc, et puis à cela, il faut ajouter les plans des pays occidentaux qui voulaient en finir avec un État qui les empêchait de tourner en rond, c'est-à-dire qui est attaché à sa souveraineté, à son indépendance, qui combat Israël, pas parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire, mais qui n'accepte pas de faire une paix avec Israël tout en cédant une partie de son territoire, parce que Israël, pour les Syriens, c'était un pays occupant. Il occupe le Golan, c'est un château d'eau stratégique, et d'ailleurs, l'ONU et même la France, même toute l'Europe, reconnaît le droit de la Syrie
à ce territoire qui a été conquis en 1967. Il n'y a que les États-Unis, donc justement Trump, qui a reconnu que le Golan fait partie d'Israël. Il a reconnu l'annexion par Israël de ce territoire. Donc, il voulait en finir avec cela. Il voulait aussi, parce que comme la Syrie encourageait la résistance contre Israël, le Hezbollah, par exemple, le Hamas, tous ces mouvements-là, donc il voulait que ce régime-là soit liquidé. Donc, ils ont fait tous les moyens. Ils ont armé des groupes terroristes, et tous les dissidents aussi. Il y a d'autres groupes qu'on appelait un peu civils et qui ne représentaient strictement rien, mais ils assuraient leur communication, l'organisation de leurs conférences dans des hôtels 5 étoiles. Et voilà. Mais finalement, maintenant que Giuliani a pris le dessus, il a saisi le pouvoir, ils ne représentent plus rien. Ils se sentent un peu ignorés par tout le monde. Même maintenant, même des médias européens qui avaient fait la promotion de ces mouvements, euh, euh, maintenant, on n'en parle plus. On concentre la communication sur ce mouvement terroriste, obscurantiste, islamiste, terroriste, qui, et on dit, il a changé. Bien sûr, il prodigue des promesses dans tous les sens. Il va être démocratique, il va respecter les minorités, alors que ses troupes, dans le pays profond, continuent à assassiner, à liquider tous les opposants, surtout les Alaouites et les chrétiens. Voilà. Ça, c'est un peu schématiquement la situation actuelle. Et là, on ne voit pas les journalistes aller là-bas enquêter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Giuliani, il a gouverné un bout de territoire syrien à Idlib. Il l'a transformé en émirat où on a assisté, où il y avait au moins une dizaine de prisons, où il y a des sévices, il y a des exécutions, et maintenant tous les projecteurs médiatiques sont dirigés vers Sednaya, vers les prisons du régime, vers les... Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu une seule enquête sur comment il a gouverné ce territoire pendant 10 ans. Alors, j'aimerais revenir sur ça. Donc, lorsqu'on revoit le conflit, donc maintenant avec du recul à partir de 2011 jusqu'à maintenant, est-ce que plus souvent on peut, disons, tracer une direction de ce conflit? J'entends par là, est-ce qu'on peut voir une évolution, c'est-à-dire au début, lorsque le conflit commence, donc en 2011, donc comme vous le disiez, donc avec tous ces groupes qui viennent de l'étranger, qui sont soutenus par les pays occidentaux et certains pays aux alentours, notamment comme Israël, la situation du gouvernement syrien, si je me souviens bien, donc il y a une période où elle commence à se renverser et ils arrivent à récupérer le contrôle du territoire, notamment avec l'aide donc des Russes et si je me trompe pas avec des troupes également iraniennes. Mais par exemple, l'enclave d'Idlib, à partir de quel moment elle est sous contrôle donc des islamistes? Si vous voulez, elle est sous le contrôle des islamistes. Dès le début, ils ont pris cette partie du territoire avec l'aide de la Turquie. Elle n'a jamais été reprise par le gouvernement. Parce que quand même, la Turquie a joué un rôle déterminant dans le soutien au soulèvement islamiste et surtout les frères musulmans. Mais Giuliani n'est pas frère musulman, il est islamiste. Il est plus extrémiste que les frères musulmans, voyez. Donc, la Turquie, actuellement, elle a sa propre armée syrienne, qui est composée en général de bandits et de criminels, et qui est inefficace. Et puis,
elle a conseillé finalement le Jolani former ses troupes, a fourni les armes, la logistique nécessaire. Donc, on peut dire c'est à partir de 2015, 2017, quand l'armée syrienne, aidée par la Russie, a commencé à nettoyer les alentours de Damas, Al-Ghouta et le sud, etc., en faisant des compromis avec les repentis, que Idlib est devenu le seul endroit où Jolani pouvait régner en attendant, parce qu'il y avait en attendant un accord entre la Russie, l'Iran et la Turquie, comme quoi il y aura des négociations, il y aura un désarmement de ces mouvements et des dialogues, parce que toutes les parties avaient en vue, c'est-à-dire la feuille de route, c'était tourné autour d'une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, votée par tous les membres du Conseil de sécurité, à savoir la résolution 2254. Que dit cette résolution? C'est que la solution, c'est la réconciliation entre Syriens, la négociation entre opposants et pouvoir, pour une constitution qui soit civile et qui ne soit pas confessionnelle. Alors, la majorité des interlocuteurs du pouvoir syrien étaient des islamistes et qui ne voulaient pas un État non confessionnel. Maintenant, est-ce qu'on parle d'islamistes syriens ou on parle d'islamistes y compris qui venaient de l'étranger? Les deux, parce que maintenant, une des premières mesures que Jolani a prises, c'est de donner la nationalité syrienne à des Ouzbeks, à des Ouïghours, à des à des étrangers, même à des Égyptiens qui sont recherchés par leur gouvernement. Donc maintenant, il dit que non, maintenant c'est l'unité nationale, mais quand on voit les actions de Jolani, ça contredit totalement ses promesses. Mais les Occidentaux veulent à tout prix croire qu'il a changé. D'ailleurs, ce qui était curieux, c'est qu'il y a 3 ans, les médias américains ont commencé à faire des interviews avec lui, dans lesquelles il reconnaît, il a changé, il est devenu, il est contre Al-Qaïda, il est contre l'État islamique, etc. Mais en même temps, il y a des dirigeants de l'État islamique qui avaient trouvé refuge chez lui et qui ont été liquidés par les Américains. Et en réponse à cela, il dit, je ne savais pas, mais quand même, je suis contre le fait de les liquider. Vous voyez ça? Donc, on baigne dans la confusion, dans le mensonge et dans le cynisme. Parmi les différents acteurs internationaux qui ont financé les groupes islamistes, donc vous mentionniez la Turquie ou les pays occidentaux et Israël, est-ce qu'ils ont, j'imagine, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts? Oui, écoutez, au départ, les acteurs, il y a une centaine de pays qui soutenaient ce qu'on appelle l'insurrection ou la révolte. Et tous savaient que ce sont les groupes islamistes les plus endurcis qui dirigent cette insurrection. Cela ne les a pas empêchés de continuer à les aider. Vous voyez? Et quant à l'opposition présentable qui organisait des conférences un peu partout dans tous les pays européens, ils ne représentaient rien, ils ne connaissaient pas la Syrie. Même Obama, il a dit, ce sont des gens qui n'ont jamais connu la Syrie, qui sont très loin de la réalité. Il n'y a que les islamistes qui ont pignon sur eux. Vous voyez? Et au départ, tous les pays arabes, sans exception, participaient au soutien à cette insurrection. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, financièrement. Donc,
Avec le temps, ils ont compris que la victoire de cette insurrection constitue un danger pour leur stabilité. Là, les Émirats arabes unis ont changé leur fusil d'épaule, l'Arabie saoudite également, et même la Turquie a voulu négocier avec Bachar al-Assad. Mais c'est là la faute, à mon avis, mortelle de Bachar al-Assad. Il n'a pas voulu négocier avec la Turquie parce que il n'a pas accepté qu'un pays qu'il avait poignardé dans le dos se présente comme interlocuteur. Il considérait que il s'agit d'une tactique, d'une manœuvre. Pourtant, ce sont les Iraniens et les Russes qui l'avaient poussé à négocier avec Erdogan. Donc, quel est quels sont les intérêts dans la région de la Turquie? Qu'est-ce que cherche la Turquie? non, la Turquie, d'abord, il y a 3 à 4 millions de Syriens qui sont réfugiés chez elle. Et ça commence à déstabiliser un peu la Turquie. Il y a un mouvement populaire anti-syrien. Il y a eu même des morts, des liquidations. Et puis, ça attire aussi les mouvements islamistes. C'est vrai que Erdogan, c'est un pouvoir islamique ou la coloration islamique, mais ce n'est pas un islam violent. Vous voyez, c'est plutôt proche des frères musulmans, ou la faction politique des frères musulmans, parce que parmi les frères musulmans, il y a aussi des tendances activistes, terroristes. Il y a de toutes les couleurs. D'ailleurs, la guerre contre le régime syrien ne date pas de 2011, ça date depuis que le Baas a pris le pouvoir en 1963 en Syrie. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire Bachar al-Assad sur quelle force politique il comptait, c'est-à-dire quels étaient les soutiens je sais que si je me trompe pas, la gauche syrienne soutenait le gouvernement. Donc quelles sont les différentes composantes politiques sur lesquelles il pouvait trouver un appui? D'abord, c'était parce que si vous voulez, ça c'est important ce que vous dites, mais il faut bien préciser que la raison principale à 90% de la chute la raison principale qui a conduit à la chute du régime, c'est surtout le blocus. Parce que le blocus, ou ce qu'on appelle pudiquement les sanctions. En quoi consistent ces sanctions? D'abord, en 2003, comme la Syrie n'avait pas participé à la guerre contre l'Irak, à l'invasion de l'Irak, non, bien plus, elle a aidé la résistance à s'opposer aux Américains. Donc, les Américains avaient juré de liquider le régime depuis 2003. En 2003, après l'occupation de l'Irak, Colin Powell, qui était à l'époque le ministre de la Défense, est venu, secrétaire d'État, je pense, est venu en Syrie, de Bagdad à Damas, et il a demandé à Bachar al-Assad de se soumettre ou il va être démis. Quelles sont ces conditions? D'abord, il faut rompre avec l'Iran, ne plus expulser les mouvements de résistance palestinienne, y compris le Hamas, le Hezbollah, retirer ses troupes du Liban. Bien sûr, à l'époque, Bachar al-Assad a refusé d'emblée toutes ces conditions. Donc, c'était le début de la guerre non déclarée à la Syrie. C'est-à-dire que là, à partir de 2003, il y avait déjà des sanctions. Voilà, il y avait des sanctions. Il y avait une loi qui s'appelle Syria Accountability, c'est-à-dire demander des comptes à la Syrie. Donc, il y avait des sanctions financières, politiques, économiques, etc. Mais au fur et à mesure, la Syrie a été finalement en 2005 obligée de se retirer du Liban.
si vous vous rappelez, en 2005. Il y a, après l'assassinat de Hariri, du premier ministre, de l'ancien premier ministre libanais, et puis en 2006, Israël a attaqué le Liban pour en finir avec le Hezbollah. Et le résultat était que Israël a échoué dans cette mission. Et le Hezbollah est sorti vainqueur. Donc, là, les pays européens qui boycottaient la Syrie à cette époque-là, ils ont renoué de nouveau. Et rappelez-vous la visite de Bachar al-Assad à Paris, Oui. le 14 juillet. Voilà, il était l'invité d'honneur dans la parade du 14 juillet. Bon, mais jusqu'à 2010-2011, avec le printemps syrien, si vous voulez, 2011, et d'un seul coup, tous les pays occidentaux ont commencé à rompre avec la Syrie, à imposer des sanctions, mais cette fois-ci, vraiment, qui s'assimilent à un acte de guerre, c'est-à-dire rupture des relations financières, bancaires. La Syrie n'a plus le droit d'importer, d'exporter. Il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus. Voilà, c'était le début de la guerre en Syrie, la guerre économique. Et en 2019, il y a eu encore plus de sanctions, ce qu'on appelait la loi César, imposée par Trump à l'époque. En quoi consiste cette loi? C'est-à-dire des sanctions qui frappent celui qui viole ou qui ne respecte pas les sanctions contre la Syrie sera lui-même sanctionné. Donc, la Syrie, plus personne n'ose collaborer ou travailler avec la Syrie, sauf l'Iran, la Russie, l'Inde même et tout ça. Mais c'était insuffisant. Donc, la Syrie est étouffée avec le coût de la guerre, avec je vous donne un exemple, par exemple, le milicien de Hayat Tahrir al-Sham, HTC, touchait 10 fois plus que le simple soldat syrien. Donc, c'était une armée d'affamés, une société d'affamés. 90% des Syriens étaient devenus sous le seuil de la pauvreté, de la misère. Vous voyez? Et ça, ce sont les rapports des Nations Unies. Vous voyez? Bon, l'erreur de Bachar al-Assad, c'était de ne pas sauter sur l'occasion, puisque Erdogan a proposé de rencontrer Bachar al-Assad. Bachar al-Assad n'a pas accepté, surtout qu'il n'a pas compris, avec la guerre d'Ukraine, que la Russie, cette fois-ci, n'a plus les moyens de le secourir. Vous voyez? Puis, d'autres facteurs, le Hezbollah venait de recevoir un coup assez sévère. Il ne pouvait plus aider le pouvoir syrien. Le Hamas aussi a été assiégé et génocidé, si on peut dire. Voilà, c'est donc pour toutes ces raisons, c'est le régime est tombé trop facilement, sans combattre. Oui. L'armée israélienne est dissoute, est presque dissoute. Et puis, avec Joulani, avec ses 30 000 hommes, il est arrivé à Damas sans combattre. Oui, parce que ça, évidemment, ça a surpris, j'imagine, beaucoup de monde, puisque moi-même, j'avais l'impression que la situation avait été plutôt stable, enfin, ou stabilisée par le gouvernement, donc syrien. Et donc, moi-même, je m'attendais pas que ça soit en si peu de jours une. Oui, parce que la Turquie était vexée que le pouvoir syrien refuse de négocier avec elle, parce que c'est finalement maintenant la Turquie est impliquée jusqu'au cou dans le bourbier syrien. Donc, je ne pense pas que les réfugiés syriens en Turquie aient envie de retourner.
parce qu'il n'y a pas encore de stabilité, il n'y a pas d'horizon visible. Et comme je vous ai dit, c'est Joulani, finalement, il fait partie, c'est une milice parmi une trentaine de milices. Certes, il a demandé à toutes les milices de rendre les armes et de s'intégrer dans la nouvelle armée qui n'existe pas encore, mais toutes ont dit oui, mais ils n'ont pas donné les armes. Oui. Alors, justement, j'aimerais revenir du coup sur cette question qui étaient les différentes composantes politiques de la Syrie. Enfin, quelles sont-elles et surtout lesquelles appuyaient le gouvernement de Bachar J'ai Assad? pas compris là. J'ai pas compris là. Le nouveau gouvernement a par exemple interdit le parti communiste, si je me trompe pas, et ainsi que d'autres partis. Donc voilà, c'est pour un peu, si vous pouviez nous présenter quelles sont les 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 prises de position de je sais pas si on peut parler de droite et de gauche comme on l'entend en Occident, mais sur quelle force politique pouvait compter Bachar al-Assad? Écoutez, l'une des mesures, les premières mesures politiques du pouvoir de facto en Syrie a été de dissoudre tous les partis qui existaient sous l'ancien régime et qui étaient alliés à l'ancien régime. Donc, à commencer par le BAS, par le Parti communiste, par les partis nationalistes, par le parti syrien, le PPS. Donc, c'est une mesure qui n'a jamais été prise dans toute l'histoire de la Syrie, depuis l'indépendance. Vous voyez? Donc, maintenant, certes, on a assisté à certaines manifestations de joie parce que la population, comme je vous ai expliqué, était affamée, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Les gens, à 90%, étaient sous le seuil de la pauvreté et de la misère. Il y a une partie qui, pour combattre le blocus, s'enrichissait. Ouais. Donc, d'ailleurs, il y a un point qu'il faut souligner. Quand on impose des sanctions contre un pays, en général, on vous dit ça c'est contre le régime, mais pas contre la population. Ça c'est de l'hypocrisie totale, parce que finalement, l'objectif du blocus ou de la guerre économique est justement de créer, de déstabiliser, de déstructurer la société, atteindre son immunité de résistance, favoriser l'informel, le trafic, tout ça. Ce qui est arrivé à la Syrie. D'ailleurs, si vous regardez tous les pays qui ont subi un embargo de cette nature, ont finalement été balayés. C'est l'Irak, la Libye, le Soudan. Oui, regardez dans quel état se trouve le Soudan. La Libye aussi, il y a eu un embargo, on interdisait le transport, les communications aériennes, les transferts, etc., etc. L'Irak aussi. Bon, il y a bien sûr l'Iran parce qu'il a des alliés comme il faut, il a une force armée assez soudée, mais l'Iran reste toujours une cible prioritaire d'Israël et de Trump, à moins qu'il y ait un accord sur le nucléaire ou sur d'autres choses. Donc, finalement, le blocus barbare a fini par emporter la Syrie, mais ce n'est pas fini. Le calvaire du peuple syrien n'est qu'à ses débuts, parce que je ne pense pas que les Occidentaux vont lever toutes les sanctions. Ils vont utiliser ça comme une épée de Damoclès. Ouais. Vous faites ceci ou on vous traite de la même manière que l'ancien régime. Et maintenant, on les entend dire qu'il faut lever les sanctions, mais maintenant, pour les lever, ça demande une unanimité au sein de l'Europe et aussi l'accord des États-Unis. C'est les États-Unis qui décident dans ce cas-là. Justement, là, à mon avis,
vous soulevez une question importante. Est-ce que le nouveau gouvernement syrien, donc avec Al-Julani, est-ce qu'ils ont un agenda propre, ils ont des objectifs propres qui ne correspondent pas forcément aux Occidentaux, et donc du coup, il faudrait s'assurer maintenant que les Occidentaux l'ont utilisé pour dégager. Écoutez, jusqu'à maintenant, on a eu des déclarations assez lignifiantes. C'est on va faire la démocratie, on va faire une constitution dans 4, 5 ans, c'est respecter les minorités, mais en même temps, il a déclaré il allait liquider le secteur public, c'est-à-dire l'administration et le secteur industriel, agricole, et va instaurer un régime ultra-libéral. Vous voyez, ça c'est une déclaration qu'on l'a vu. Euh, bon, et pourtant, c'est un pouvoir de facto qui n'a pas de légitimité encore, et il n'y a pas de gouvernement. Ce sont toujours ses conseillers d'Idlib, qui étaient à Idlib avec lui, qui ont pris tous les postes. Donc, je ne pense pas qu'il veut, mais gérer la Syrie, l'État syrien, comme il avait géré l'émirat d'Idlib, je pense qu'il y a une différence. C'est un gros morceau qui, à mon avis, il ne pourra pas réussir, surtout que qu'il n'a pas l'unanimité, même dans son propre camp ou dans l'ensemble des organisations et milices islamistes qui l'entourent. Alors justement, j'ai lu, alors évidemment j'ai peu d'informations qui arrivent sur ce qui se passe maintenant en Syrie, mais il semblerait qu'il y ait des groupes qui soient formés, des espèces de guérillas qui sont présentés comme pro-Assad ou loyalistes à l'ancien gouvernement. Est-ce que vous avez des informations sur ça? Est-ce que vous savez s'il y avait des foyers de groupes armés qui vont se créer pour résister à... Écoutez, il y a beaucoup des éléments de l'ancien régime qui sont vendus. Le plus gros bataillon, c'est-à-dire les plus hauts gradés, sont soit à Moscou, soit en Irak, soit au Liban. Ils ont pris la fuite, quoi. Ils pouvaient pas faire autrement. Mais il y a, à l'intérieur du pays, chaque jour, il y a des assassinats, il y a des batailles rangées avec des groupes ou des opposants ou d'anciens soutiens du régime. On les liquide un par un. Et quand on les dénonce auprès de Joulani, il dit non, ils ne dépendent pas de nous. Donc ils ne contrôlent rien. Soit ils jouent l'hypocrite, soit c'est vraiment, ils ne contrôlent rien. Ouais. Donc moi je n'écarte pas une guerre civile prolongée, et surtout aussi qu'il a déclaré il n'y aura pas d'impunité pour les hommes de l'ancien régime, les bourreaux et tout ça. Mais en même temps, il y avait des bourreaux des deux côtés. On peut pas dire, on va, il n'y a pas un plan comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire, bien sûr, ils peuvent reconnaître leurs erreurs, leurs crimes, et puis, mais pour tout le monde, mais pas seulement pour ceux qui ont commis des atrocités au sein du régime. Donc, maintenant, est-ce qu'il peut durer? Est-ce qu'il peut changer? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire parce que ce sont les Européens qui ont changé, c'est pas lui. Lui, il a changé dans l'expression, dans les paroles, mais pas en réalité. Vous voyez? Puisque les règlements de compte, c'est tous les jours. Encore, il y a 2 jours, il y a une guerre entre les chiites dans les villages chiites de Syrie et le Liban. Il y a eu des incursions au Liban, il y a eu des batailles rangées, et tout ça. Tout ça, ça peut déstabiliser le Liban. Surtout que le Hezbollah, il a toujours ses forces.
il a à peu près 100 000 hommes sous les armes. Vous voyez? Donc, bon, c'est pour ça, moi je suis sincèrement très pessimiste sur l'avenir de la Syrie. Et puis d'ailleurs, on a vu comment le ministre, celui qui se fait appeler ministre, attends, qui se fait appeler ministre de l'Éducation, il avait proposé des manuels où, par exemple, la reine Zénobie de Palmyre n'existe pas, parce qu'il dit c'est une fake news euh, euh, historique. Il va balayer toute l'histoire anti-islamique de Syrie. Les Cananéens, vous voyez. Et puis, devant le tollé, il a fait marche arrière. Il a dit non, non, c'est quand il y aura une constitution, un gouvernement élu, qu'on peut euh, discuter de ces problèmes. Mais il n'a pas nié. Vous voyez? Donc, ce sera un pouvoir islamiste, obscurantiste, du même type que les talibans, avec la différence entre l'Afghanistan et, et la Syrie, parce que la Syrie, quand même, c'est une société très ouverte, mais même avec les talibans, ils avaient donné des promesses, comme quoi on va respecter les femmes, on va respecter et finalement, toutes les informations qui nous arrivent de Kaboul, c'est que les femmes n'ont plus le droit d'étudier, n'ont plus le droit de travailler, etc. Et la mixité est interdite, etc., etc. D'ailleurs, même dans les moyens de transport, il y a une séparation entre les femmes et les hommes. Les femmes devant, les hommes derrière. Oui. Déjà, il y a une crise de transport et puis on ose donner des instructions ubuesques de cette nature. Moi, j'ai une dernière question. Vous qui êtes journaliste, quel est votre point de vue sur justement le traitement médiatique de la situation actuelle en Syrie? C'est-à-dire, je parle notamment de lorsqu'il y a eu la libération des prisons avec l'ensemble des commentaires et des médias. Il y a eu également le cas de la fausse information de CNN qui croyait libérer un Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Ça, parce qu'ils ne sont pas des journalistes, excusez-moi. Bon, ils ne font pas leur boulot. C'est-à-dire, si moi j'étais journaliste et je voulais aller enquêter, la première chose, je vais à Idlib. Je dis comment ce bonhomme-là a géré cet émirat. On va dans les prisons d'Idlib, pas seulement dans les prisons du régime. Oui. Donc, ils ne font pas leur boulot, ou très peu. Parfois, on pleure sur le sort des chrétiens, mais il n'y a pas que les chrétiens qui sont des victimes. Tout le peuple syrien est victime de ce nouveau pouvoir imposé. Vous voyez? Bien sûr, il y a eu des erreurs monumentales de l'ancien régime, mais ça ne justifie pas qu'on donne le pouvoir à ce groupe terroriste. Et du jour au lendemain, on commence à le blanchir. Voilà. Et même quand on pose des questions à Joulani, parce qu'il a donné beaucoup d'interviews, y compris aux économistes et même à des médias américains il y a 3 ans, mais ce sont des questions qui sont censées lui donner, servir de la soupe pour qu'il puisse s'expliquer, pour dire ou prétendre qu'il a changé. Il n'a pas changé du tout. De toute façon, maintenant, on a changé, on est parti d'une dictature à une laïque à une dictature obscurantiste. Vous voyez, l'idéal, c'était que le peuple syrien soit appelé vite à se prononcer. D'ailleurs, paradoxalement, toutes les désignations, les nominations sont nommées parmi son équipe d'Idlib. Il n'y a pas eu de nouvelles nominations de la société civile ou des autres partis de l'opposition. Sauf
le fait que dans la nouvelle armée, il a inclus les Ouzbeks, les, les Ouïghours, les islamistes égyptiens, les islamistes saoudiens et tout ça. Ce qui fait que, quand même, il y a une peur parmi les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, y compris la Turquie et les Émirats. Voilà, c'est pour ça maintenant on a fait un grand saut vers l'inconnu et à mon avis c'est un grand saut vers la guerre civile. Malheureusement, ouais, vous disiez que vous aviez un point de vue pessimiste sur l'avenir à court terme, n'est-ce pas? Oui, oui, non, je ne suis pas optimiste du tout parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a fait toute sa carrière à faire exploser des bombes, à tuer, à, à poursuivre ses opposants, à les liquider, il va devenir du jour au lendemain un démocrate. Je pense que ça dépasse l'entendement. Et ça, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui veulent les croire ou ceux qui les reçoivent. Mais à mon avis, les Occidentaux ne sont pas dupes, mais ils jouent le jeu. Mais finalement, c'est un jeu de dupes et finalement, ça va se retourner contre eux.